Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue en direct du château Pape Clément pour ce rendez-vous et ce webinaire Le Vignoble au féminin en 2021. Merci de nous avoir rejoints si nombreux en ce mardi matin. C'est déjà notre deuxième webinaire en direct du château Pape Clément. Et à mes côtés, pour démarrer ce rendez-vous, Pauline Réjon. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez enlever votre masque, nous sommes à distance respectable. Vous êtes responsable commercial et développement événementiel du groupe Bernard Magret. Je vous laisse nous expliquer le pourquoi du comment de ce deuxième webinaire déjà ensemble. Le dernier, c'était au mois de novembre. Tout à fait, fin novembre. Merci déjà Jean-Philippe et bienvenue à tous. Bienvenue au château Pape Clément. On vous accueille aujourd'hui pour ce second webinaire, comme l'a dit Jean-Philippe. Le vignoble au féminin, mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, les femmes sont présentes dans le vignoble, même si on ne le montre pas assez. 30 à 40% est représenté par des femmes. Donc on voulait mettre aujourd'hui à l'honneur le féminin dans le vin, et notamment avec la présence en direct ou par digital de femmes qui sont actrices dans le vignoble. Alors, on aura évidemment ce fil rouge tout au long de ce webinaire, la présence des femmes dans le monde du vin. Et puis, ça va nous permettre aussi de faire un petit point sur ce début d'année 2021, prendre le pouls un petit peu de tout ce qui se passe, et des acteurs et des actrices. Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, on a mis en place ce studio pour pouvoir accueillir les professionnels qui veulent s'adresser à leur clientèle ou en interne, à leurs collaborateurs, en événement hybride, à moitié présentiel, mais également pouvoir s'adresser à 30, 40, 50, 100 ou 300 personnes depuis chez eux, puisqu'actuellement, on ne peut pas accueillir des manifestations avec un grand nombre de public. Un webinaire mis en images et en technique par la société Ellipse Événements qui nous a installé ce magnifique studio ici, dans la salle de l'Orangerie à Pape Clément. Tout à fait. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Et je vais maintenant accueillir nos deux premières invitées que je vais demander, auxquelles je vais demander de me rejoindre. Voilà, venez vous installer. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. Vous pouvez enlever vos masques, bien entendu. Catherine Barbier-Lalève, directrice du syndicat viticole Pessac-Léognan, bonjour et bienvenue. Et puis Catherine Leparmentier de la CCI, et vous vous occupez de Great Wine Capitals. On va en parler dans un instant. Merci à toutes les deux d'être là. Nous aurons évidemment d'autres intervenantes qui seront avec nous avec l'application Zoom sur laquelle vous vous êtes connectés. Je vais commencer avec vous, Catherine Barbier-Lalève. Pessac-Léognan, on y est. Merci d'être là. Alors je le disais, on va parler évidemment de la présence des femmes dans le milieu viticole, mais également prendre le pouls des acteurs et des actrices de ce monde qui est particulièrement touché évidemment par la situation sanitaire. Donc ma première question, elle est très simple, c'est comment ça va du côté de Pessac-Léognan ? Alors Pessac-Léognan essaie de garder son dynamisme, donc de s'adapter par rapport à ce qui se passe. Et donc, en fonction de l'évolution, toujours l'adaptation depuis le mois de mars. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, cette adaptation s'est traduite notamment au mois de décembre par 3 week-ends de suite où vous avez créé une nouvelle façon de faire les portes ouvertes chez vous. Voilà, donc on avait déjà fait nous, des portes ouvertes au mois de juin. Au mois de juin. Donc, ça s'appelle les estivales, qu'on fait chaque année, qui a eu un grand succès, puisqu'en effet, au mois de juillet, il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc déjà, les châteaux s'étaient adaptés par rapport aux mesures sanitaires, enfin tout. Donc on avait déjà une expérience. Dès le mois de juillet, on a organisé les portes ouvertes de décembre. On avait déjà prévu un protocole bien en place. Vous avez anticipé ? Voilà, on a anticipé. Bien sûr, il nous est arrivé le confinement fin octobre, début novembre. Donc on a fait un bureau d'urgence et là, on a décidé de ne pas baisser les bras, puisque nous, les portes ouvertes de décembre, c'est très important. Il y a beaucoup de monde. Premier week-end de décembre, puisque ça date d'avant 1995. Et donc, on a décidé de proposer au château sur 3 week-ends jusqu'au week-end du 19, en sachant qu'on pensait qu'il y avait sûrement une ouverture sur le week-end du 19. Et finalement, ça s'est très bien passé. On a eu quand même 34 châteaux qui ont adopté donc, cette proposition. Et les gens sont venus. Alors, bien sûr que pour l'acte en principe d'achat et la dégustation dans le cadre de la vente. Mais les gens ont beaucoup apprécié, en tout cas. D'abord d'être reçus en petit comité, puisque ce n'était pas trop le cas dans les portes ouvertes de décembre, au week-end, parce qu'on a énormément de monde. On peut tourner jusqu'à 3 000, 4 000 personnes. Par contre, ce qu'on a dû annuler à contre-cœur, c'est nos dîners, puisqu'on d'habitude, on tourne autour de 12 dîners à 800 personnes. Donc là, on avait mis des jauges plus basses, compte tenu de la crise sanitaire, et on a dû l'annuler.
Mais en tout cas, c'est une expérience s'il fallait un jour, on renouvellerait, parce que ça a très, très bien marché. Est-ce que ce système et la situation a attiré un public peut-être différent on pense différent. Oui. Alors nous, on est quand même ancré très Nouvelle-Aquitaine, même si maintenant les gens, avec ces dîners, amènent des amis de partout. Mais on s'est aperçu que oui, les gens, c'est des locaux, beaucoup de Gironde, bien sûr, et des gens aussi autour des châteaux qui ont apprécié de rentrer dans les châteaux, enfin rentrer dans les châteaux et d'acheter du vin de Pessac-Léognan. La petite balade du samedi au et je voulais juste rappeler ce qu'était l'appellation Pessac-Léognan, quand même. Ah oui. Donc c'est une jeune appellation qui date de 1987, appellation dynamique avec à peu près 1900 hectares. On a 1600 hectares en rouge et à peu près 300 hectares en blanc. On a quand même 72 châteaux, on a 16 crus classés. C'est un vignoble urbain sur 10 communes, entre Pessac et Saint-Médard-des-Rangs, avec une volonté commune, quels que soient les châteaux, la notoriété des châteaux, de faire avancer Pessac-Léognan, que ce soit en France, puisqu'on est quand même plus en France qu'à l'export. Et on essaye de faire de nombreuses opérations. Donc le moral est bon. Alors le moral est bon. Je ne sais pas s'il est bon, mais on essaye d'avancer. D'être toujours optimiste et d'avancer. Il faut s'adapter, que on n'a pas le choix. Hein. Alors, Pauline, dans l'introduction, nous disait à peu près un chiffre de 30 à 40% de présence féminine dans ce monde viticole, du côté de Pessac-Léognan. Est-ce que vous avez des... Si, on a d'abord une viticultrice, Château Bardin, Mme Puel, qui est donc une femme. Hein. On a aussi maîtres de chai, on a directeur technique, on a du monde en femmes. Ouais. Est-ce que sur ces dernières années, vous avez vu une évolution, peut-être une féminisation de ces métiers, au pluriel évidemment? Oui, enfin, au sein de Château, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des responsabilités au niveau technique, oui, c'est vrai. Mais déjà ici, il y a une femme. Déjà ici, évidemment. Pape Clément, Madame Jeanne Lacombe, également maintenant au vignoble André Hurton, directrice technique, enfin œnologique. Une qui est là depuis longtemps, maître de chai aussi au château La Tour-Martillac. Non. Vous restez avec nous, Catherine, bien évidemment, pendant toute la durée de ce webinaire. Je vais me tourner à présent vers Catherine Leparmentier. Vous représentez la CCI. Great Wine Capitals, ce sont les capitales du monde que vous avez fédérées depuis 2000, c'est ça? Depuis 20 ans, oui, 1999. 11 capitales. 11 capitales du vin qui, dans leurs pays respectifs, représentent comme Bordeaux un peu la capitale du vin de leur pays. Voilà, on a aujourd'hui... donc il y en a en Europe, 11, on va les citer. On en a 6 membres en Europe, donc Bordeaux bien entendu, puisque nous sommes à l'initiative de ce réseau. Porto, au Portugal, avec les vignobles du Douro et du Vinho Verde. Bilbao, en association avec les vignobles de la Rioja, Vérone en Italie, Mainz en Allemagne, Mayence avec tous les vignobles de Rheinhessen, et puis notre petit membre, entre guillemets, parce que petit par la taille, mais grand par la renommée, Lausanne en Suisse. Et puis nous avons 5 membres en dehors de l'Europe, San Francisco en association avec les vignobles de Napa, Mendoza en Argentine, la ville de Valparaiso au Chili avec la vallée de Casablanca, Cape Town et tous les vignobles des Winelands en Afrique du Sud, et Adélaïde avec tous les vignobles donc, de l'État de South Australia en Australie. Alors, ce sont des échanges réguliers sur les bonnes pratiques. Exactement. On échange, oui, beaucoup. J'imagine que les échanges, alors là, c'est une situation qui est mondiale aussi, donc j'imagine que les échanges ont aussi tourné autour de ça, de l'adaptation. Ah oui, depuis effectivement le mois de mars, d'abord les échanges qui se faisaient au travers beaucoup de rencontres, de voyages, de visites de vignobles, etc., ont été beaucoup des échanges sur Zoom et autres Teams. On devient des habitués, des spécialistes. Au début, on devient un petit peu accro. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu pesant et je suis ravie d'être là aujourd'hui en présentiel, entre guillemets, parce que intervenir comme ça sur des conférences... alors, c'est un côté très pratique, parce que je peux intervenir sur une conférence en Argentine. Il suffit que je me mette derrière mon écran et tout le monde voit. Mais c'est que ça, on perd énormément de quand même cette convivialité et ce réseautage, puisque
Great Wine Capital, c'est un réseau, intrinsèquement parlant, et donc on a besoin quand même de se rencontrer. Ceci étant, on a fait beaucoup au travers de tous ces nouveaux outils numériques, et nous, Great Wine Capital est très focalisé sur le no-tourisme, et c'est évidemment une niche du secteur du tourisme qui a été touchée pratiquement, enfin, de la même manière que tous les autres secteurs touristiques, mais qui, je pense, devrait pouvoir rebondir plus vite par la forme que prend cet no-tourisme qui se prête aux attentes aujourd'hui du touriste de demain. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de clientèle et public de proximité pour les portes ouvertes, est-ce que dans d'autres endroits du monde aussi, il y a eu des gens qui ont redécouvert qu'à côté de chez eux, il y avait des vignobles? Tout à fait. Alors, surtout en Europe, parce qu'il faut dire que, par exemple, en Napa-Valley, l'essentiel des visiteurs, enfin pas l'essentiel, mais la majorité des visiteurs sont des Américains. Bien sûr, il y a un volet de visiteurs internationaux important, mais c'est presque à l'inverse de chez nous à Bordeaux, où nos visiteurs sont plutôt des étrangers que des locaux. Aux États-Unis, s'ils viennent de l'autre côté du pays, c'est peut-être un peu comme s'ils venaient de loin. Tout à fait, voilà. Mais on voit que, par exemple, en Argentine, pour citer Mendoza, où ils ont été fermés jusqu'à il y a 2 mois, complètement fermés, les propriétés, les bodegas, et eux, ils ont réouvert, c'est plein été chez eux, parce que c'est sur l'hémisphère sud, donc c'est bien. Et en fait, ils explosent les compteurs de visites. De propriétés, énormément de propriétés en Argentine ont des restaurants, par exemple, et donc les gens, ils ressortent, ils vont au restaurant, ils vont dans ces propriétés. Alors bien sûr avec des jauges qui sont réduites, et donc l'impact financier, le retour sur investissement est quand même moindre par rapport aux années précédentes, aux années classiques, mais ceci étant, ils voient du monde, et voilà, le touriste local a conscience qu'il y a des choses qui se passent. Alors, on parlait, et ce sera notre fil rouge, je le rappelle, de ce webinaire, de la féminisation de tous ces métiers. Est-ce que c'est le cas aussi dans les autres pays avec lesquels vous êtes en contact? Oh oui, il y a beaucoup de femmes partout. Ça dépend quand même des pays, il faut le dire. Mais j'imagine qu'il y a des pays qui sont un peu plus macho, entre guillemets, que d'autres. Oui, sans doute. Mais je pense l'Australie, ils ont énormément de femmes dans tous les métiers de la filière. Et en ce qui concerne le no-tourisme, là, c'est un métier globalement, dans le monde entier, qui est extrêmement féminin. Et je vois qu'à Bordeaux, par exemple, il y a une très grande majorité des responsables no-tourisme sont des femmes. Il y a quelques hommes, on en connaît, mais la majorité sont des femmes. Je pense que c'est un métier très féminin parce qu'il faut une sensibilité, on parle d'accueil, on parle d'écoute, et c'est quand même des caractéristiques féminines. On va parler également de Best of Wine Tourism, oui. Mise en avant et récompense, concours annuel international. Tout à fait, Best of Wine Tourism est un produit de Great Wine Capitals, donc de ce réseau. C'est un concours annuel en effet, qui récompense dans chacune de nos régions viticoles de Great Wine Capitals les propriétés pour la qualité de leur accueil. Donc on a depuis 18 ans, tous les ans, ce concours. Malheureusement, cette année, l'année dernière, on a 2020, toutes les villes, toutes les régions de Great Wine Capitals n'ont pas organisé le concours. Nous, à Bordeaux, on a décidé de ne pas le faire, mais on le refait dès cette année. On va relancer le concours cette année, début février. Et ça permet, pour essayer aussi que nos propriétés à Bordeaux, qui certes, comme disait Catherine, en Pessac-Léognan, mais dans d'autres appellations, essayent de dynamiser, de continuer à être optimistes. C'est vrai que dans le domaine du tourisme, l'optimisme, c'est compliqué. C'est compliqué, on voit aujourd'hui la situation telle qu'elle évolue. On croyait tous que le vaccin arrivant, on allait bientôt être sauvés. Il se trouve que peut-être pas encore. Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu plus de temps. Et alors qu'on espérait peut-être lancer une saison dès le mois d'avril, une saison touristique au printemps, on se dit qu'on va peut-être être encore un peu sur du mi-figue, mi-raisin. Donc voilà, il faut que nous, en tant qu'institutionnels, qui accompagnons toutes ces propriétés dans leur démarche no-touristique et le développement de leur offre, il faut vraiment qu'on mette l'accélérateur et qu'on soit auprès d'elles
pour essayer de redynamiser, enfin pour redonner de l'envie et puis aussi utiliser les opportunités qui ont été créées par cette situation. Parce qu'on parle beaucoup de webinaires, on parle beaucoup de tout ça. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui continueront d'exister. On voit des propriétés qui font des dégustations en ligne, voire des recettes avec du wine and food pairing en ligne. Bon, tout ça, c'est des choses qui désormais existent et qui vont pouvoir perdurer, voire se développer, et qui pourront d'ailleurs être utilisées, par exemple, en contre-saison. Parce que bien entendu, en hiver, on a moins de visiteurs, quoi qu'il arrive, Covid ou pas Covid. Hein. C'est ça. Voilà. Mais par contre, il y a aussi plein d'autres démarches qui ont été initiées et qui vont pouvoir continuer à se développer. Et c'est ces nouvelles démarches, on parle beaucoup de tout ce qui est accueil à l'extérieur et pas forcément à l'intérieur, pas forcément visite de cuvier puisque c'est dedans, mais par contre aller plus marcher dans la vigne, ça permet aussi de parler de durabilité, de parler des gens plus facilement. Il y a ce que moi je pense qui est une tendance qui va se développer. On parle beaucoup de slow tourism. Et ben, je pense que le slow wine tourism est quelque chose qui va énormément se développer et qui correspond bien à finalement à la fois ce qu'on peut offrir à la propriété et à la fois aux attentes du visiteur de demain. Et la slow dégustation, de toute façon, est toujours recommandée. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste un petit mot pour terminer. Avant les fêtes, là, vous avez mis en place aussi un système de cadeaux, enfin en tout cas de vitrines pour offrir des choses à Noël. Un Noël solidaire, justement pour aider les propriétés qui sont lauréates de notre concours Best of. Donc les lauréats qui intègrent le club qu'on a mis en place à la Chambre de commerce de Bordeaux, donc le Best of Club. Et effectivement, on travaille avec ces propriétés tout au long de l'année. On a travaillé avec elles pendant le confinement, on a travaillé avec elles pour réouvrir et mettre en place les mesures, les aider pour les mesures sanitaires qu'il fallait, les jauges, etc. Et pour Noël, on s'est dit qu'on allait mettre un petit coup d'accélérateur, espérons, sur la valorisation de leurs produits œnotouristiques en disant achetez aujourd'hui, offrez un cadeau de Noël, une visite ou une activité à la propriété pour en profiter dès que le printemps ou dès que ce sera possible. Oui. Et c'est une belle initiative qui a très bien marché et les propriétés qui ont joué le jeu, il fallait avoir quand même un site de vente déjà en ligne, donc pas tout le monde ne pouvait participer, mais celles qui ont participé ont été satisfaites. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Alors, vous parliez de dégustation digitale. Justement, tiens, je vais appeler celle qui était avec nous en ligne sur notre application Zoom, Margot Ducancel, qui a créé Rouge aux lèvres. Margot, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour Margot. Voilà, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien Margot. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir en tout cas pour cette session. Mais avec 100% féminin. Sauf moi, hein, je suis désolé. Voilà. C'est pas grave. C'est comme ça. Vous m'acceptez quand même, tout va bien. Il manque une petite perruque, un petit rouge à lèvres, mais ça va se faire. J'ai déjà essayé, ça me va très mal. Présentez-nous Rouge aux lèvres et tout ce que vous avez mis en place depuis que cette structure existe. Oui, donc Rouge aux lèvres, donc moi ça fait 10 ans que je travaille dans le vin et que j'ai remarqué au travers de mes pérégrinations professionnelles qu'il y avait vraiment une grosse demande de la part de la nouvelle génération féminine de pouvoir apprendre le vin, mais avec un langage assez différent, décalé, pas forcément des professionnels qui est excellente aussi, hein, mais avec un langage aussi très courant, très contemporain, et aussi avec un parti pris aussi prenant d'une consommatrice éclairée que j'espère être aujourd'hui. Et donc, dans cette mouvance-là, j'ai créé un blog Rouge aux lèvres il y a 5 ans aujourd'hui, où je parle de vin avec un langage décalé, léger pour une cible féminine. Dans ce courant-là, j'ai créé un club de dégustation 100% féminin qui est basé du coup aujourd'hui à Paris. On est 450 membres, et donc l'objectif du club que j'anime, c'est de pouvoir apprendre le vin, toujours cette dynamique hyper pédagogique, didactique, sympa, connecté. Les gens font du networking aussi. On faisait à l'époque, vous savez, le temps d'avant, hein, oui. On faisait des sessions à Paris au moins 1 à 2 fois par mois, hein, c'était sympa. Donc maintenant, on a dû basculer tout ça évidemment en digital.
Donc, c'est-à-dire qu'on offre des coffrets qu'on reçoit à domicile et on anime, comme on fait aujourd'hui, une session Zoom, une masterclass thématique, sachant que dans le club, il y a 2 types d'expériences. Il y a le wine learning, ça c'est vraiment multi-domaine aussi pour valoriser les initiatives et des vignerons sur lesquels j'ai envie de parler. Donc, thématique, ça peut être tips et astuces pour déguster comme une pro, qui est un peu notre best-seller qu'on refait régulièrement. Ça peut être thématique engagée comme biodynamie nature, les grands cépages à l'aveugle, etc., etc., etc. Il y a aussi des focus domaines prestigieux engagés avec des valeurs fortes que j'ai envie de défendre, sachant que la particularité, c'est moi qui anime à chaque fois les sessions de dégustation. Parfois, il y a un intervenant, c'est des domaines qui peuvent être présents, mais en général, c'est moi qui incarne la session. Et donc, les membres ont un tarif préférentiel. Et après, pour donner aussi aux autres de nous rejoindre, il y a un tarif non-membre. Et donc ça, voilà, on fait tout en digital, 1 à 2 fois par mois. Et donc, on remarque qu'il y a une grosse appétence des femmes d'apprendre le vin. Enfin, moi, je considère aujourd'hui le vin, c'est, voilà, évidemment, tout le monde le sait, c'est un patrimoine français imminent, très important. Et j'ai l'impression que dans le vin, il se passe un petit peu pareil que la food. Donc, c'est un petit peu, tout le monde a envie de savoir vraiment la base, de pouvoir choisir au restaurant, aller chez un caviste ou un supermarché aujourd'hui. Vraiment, il y a des grands enjeux aujourd'hui aussi. Et les femmes sont hyper pour moi au taquet pour vraiment apprendre la base pour s'en sortir dans l'univers de vin. Donc, c'est un petit peu l'engagement qu'on a avec le club. Alors, donc vous le disiez, des dégustations en digital, et j'imagine que vous avez eu un petit rush alors avec tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. On s'est adapté vite du côté alors vous, je n'en doute pas, mais du côté du public. Oui, le public a compris rapidement qu'il y avait un besoin voilà, d'apprendre, de se retrouver, d'échanger. Et tout le monde était chez soi confiné, donc pouvoir recevoir ses bouteilles à domicile, partager sa passion, parce qu'en général, c'est quand même des gens qui sont dans le club, ils ont un minimum parfois de passion dans le vin, etc. Donc, un plaisir de pouvoir communiquer. Nous, on veut recréer parce qu'on n'a plus en présentiel, c'est-à-dire le partage. Donc, c'est vrai qu'on fait des petites sessions, maximum de 20 personnes via Zoom, pour pouvoir favoriser l'échange. C'est super important d'essayer de reproduire ce qu'on a pu en présentiel. Également, la particularité du club, c'est que ma communication se fait uniquement via Instagram. Donc, Instagram, je suis la particularité. Donc, j'ai presque 25 000 followers. J'ai développé en même temps le club parce que je me suis dit, comment je fais connaître mon club ? Donc, j'ai développé ma page Instagram. Et l'idée d'Instagram, c'est mon canal de communication numéro 1. L'exercice d'hier, c'est du virtuel au réel. Enfin, à l'époque, au réel. Maintenant, voilà, aussi en digital. Donc, c'est pour rencontrer ma communauté, pour aller jusqu'au bout de l'engagement avec ma communauté. Donc, Instagram, je parle que en français. C'est fait exprès. Et j'ai plus de 50% de femmes qui me suivent. Ça aussi, c'est fait exprès, puisque c'est le plugué sur l'offre du club. Voilà, c'est cercle vertueux pour moi. Mon engagement dans le vin, ça se passe aussi par le dynamisme que je vais avoir avec Instagram, mais aussi avec le club. Voilà. Et donc, la particularité, ce que je peux terminer aussi, c'est que le club aussi, on est sur des tarifs hyper avantageux. Voilà, l'idée, c'est pas forcément de faire un club élitiste. Sinon, on est toujours dans le même cercle, vous voyez, de personnes. Moi, je veux parler aussi à la nouvelle génération. Donc, le club, par exemple, c'est 40 € à l'année, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et les expériences qu'on offre, on reçoit un coffret à domicile avec minimum 2 à 3 bouteilles selon la thématique, etc. Là, c'est 45 € minimum. C'est livré en Chronopost Express. Donc, nous, on a quand même une ambition derrière le club de pouvoir communiquer auprès de la nouvelle génération qui sont aussi amenés à consommer d'autres boissons, les cocktails, la bière, etc. Et on sait que le vin, il y a vraiment, c'est le premier pas, il faut les amener là-dessus. Donc, c'est un petit peu aussi l'engagement qui est avec le club, des jeunes, un discours très personnalisé aussi de mon vécu avec le vin. On apprend des choses et aussi, voilà, le vin, c'est du plaisir, c'est du partage. Je vous apprends rien. On aime tout ça, on est passionné, c'est un secteur merveilleux et donc c'est pouvoir le valoriser au mieux parce qu'il y a un vrai challenge, il y a un vrai besoin aujourd'hui et je pense que voilà, on est tous dans la même dynamique et on a besoin surtout aujourd'hui de dire voilà, découvrons le vin, c'est un patrimoine, valorisons le travail des vignerons, des vigneronnes, etc. Et il faut répondre à cette demande des consommateurs qui est hyper, moi je dis encore hyper avide de connaissances, quoi. Alors, je me suis laissé dire qu'il y avait une actualité avec Pessac-Léognan prochainement. Je me trompe? Pessac-Léognan? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Profitez-en, sinon, hein, vous avez la directrice du syndicat viticole qui est là. Mais il faut venir.
Ah, non, mais qu'en soit, on est tout à fait ouvert à toute dégustation avec madame. Ah, ben voilà. Et je prendrai contact rapidement, je pense. Vous voyez, Margot, ça y est, un contact de plus. Je pense qu'en Pessac-Léognan, entre les blancs et les rouges, il devrait y avoir de quoi faire. Il y aura de quoi faire. Mais elle a déjà interviewé, j'ai vu madame Katia récemment. Oui, Récemment, exactement. Smith Lafitte. à Smith-Lafitte. Et voilà. Voilà, Non, parce que mais on comptait vous contacter. Je sais, on comptait. avec grand plaisir. Voilà, pour terminer, la particularité aussi que j'ai mis en place pendant le confinement, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de live avec des personnalités aussi beaucoup féminines du monde du vin, qui sont aussi disponibles sur mon Instagram, qu'on changera également par la suite en podcast. Et l'objectif aussi du club, c'est de lancer un magazine en ligne pour valoriser tout ce qui se passe aussi en région, le dynamisme aussi, même si évidemment en ce moment c'est un peu compliqué, mais il se passe plein de choses. Il faut faire remonter les infos auprès des consommatrices. Et donc l'idée, c'est de lancer un magazine. Et donc un petit peu mon format pour moi de podcast aujourd'hui, c'est mes lives où je interview des personnalités aussi beaucoup plus féminines aujourd'hui. Donc ça, c'est un format que dès confinement, j'avais mis en place du lundi au vendredi. J'ai dit, c'est live tous les jours à 18h30 et j'ai passé plus de 100 personnalités. Donc, il y avait des grandes femmes du vin. On a eu Caroline Frey, on a eu Pascaline Lepelletier, donc Madame Katia. Enfin, on a eu beaucoup de personnes. Je voulais à la fois toucher des vignerons, des grandes propriétaires, des sommelières, des journalistes, tout ça. Donc, la diversité aussi qu'offre voilà, notre métier du vin. Merci beaucoup Margot pour toutes ces explications. Alors j'étais en train de regarder, puisque j'ai oublié de vous le dire, honte à moi, au début de ce webinaire, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent laisser des questions dans la partie discussion de l'application Zoom. Donc je vais en prendre une, tiens, je vais vous la poser Margot. Question de Frédéric qui nous demande, est-ce qu'il a fallu s'imposer dans un monde masculin? On va prendre Moi votre cas personnellement spécifique. Oui. Alors, je dirais, il ne faut pas vous cacher, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le vin. C'est une reconversion professionnelle. Moi, j'étais dans le marché de l'art à la base. Et il s'avère que ne venant pas du Céracle, à l'époque, même si j'ai l'air toujours jeune, hein, j'espère, mais c'était beaucoup moins féminin que maintenant. Maintenant, on sent vraiment qu'il y a un tournant. Ça commence à s'accentuer de plus en plus. On est dans la bonne mouvance, tout ça. Mais à l'époque, c'est vrai que quand j'allais aux dégustations professionnelles, j'avais un petit peu deux freins. Je dirais quand même, certes, d'être une femme, parce qu'on n'en voyait pas beaucoup. Et deux, aussi d'être très jeune. Et que voilà, on se dit, mais souvent c'est un petit peu l'étiquette aussi. Donc c'est un milieu très fermé et on se dit, mais d'où elle vient cette fille? Elle a l'air jeune, elle connaît rien, tout ça. Donc il y a un petit peu, voilà, on est un petit peu des fois entre soi, à la fois entre hommes et puis à la fois entre deux gens qui connaissent le vin. Donc la porte d'entrée dans le vin, ça se fait pas comme ça. Et ça, tout le monde le sait parce que il y a beaucoup de gens, je remarque, et moi j'ai beaucoup de demandes de femmes qui veulent travailler dans le vin, donc faire une reconversion professionnelle, un petit peu comme moi j'ai eu, mais ils voient bien que la porte d'entrée, elle est très fermée et les places sont très rares. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé en dizaines d'années. Enfin, on le voit, le secteur se féminise beaucoup. Il y a des jobs clés de grandes dirigeantes, c'est des femmes qui sont à la tête de ça. Ça change en bons termes et après, toute histoire de parité, tout ça. Mais on est en bonne voie. Mais voilà, c'est fait hyper rapidement. Et donc, c'est dans le bon sens, moi, je trouve. Merci Margot. Justement, vous parliez de métier dans le vin. On va justement filer du côté du château Fontbroge pour retrouver Cynthia Pauliac. Vous restez avec nous, hein, Margot, évidemment, si vous voulez réintervenir. Cynthia, est-ce que vous êtes avec nous? Et bonjour. Cynthia, je pense que votre micro n'est pas activé. Oui, on me l'a redésactivé. Ah, ça y est. Bonjour Cynthia, bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce webinaire. Alors, en direct du château Fontbroge où vous êtes, Grand Cru classé Saint-Émilion, et vous êtes maître de chai. Tout à fait. Je suis à mon poste depuis mars 2020. Mais avant, j'étais assistante du maître de chai au sein du château Fontbroge. Alors, question ultra classique que je vais vous poser. À quel moment vous avez eu un déclic et de vous dire je veux travailler dans le monde du vin et pourquoi pas être maître de chai plus tard? Alors, ma passion pour le vin a commencé très jeune, car mon père est viticulteur dans le Cognacet. Donc, j'ai pu apprendre la produit. Cependant, pour le côté chai, j'ai réellement vu cette partie-là pendant différents stages que j'ai effectués avec mes écoles. J'ai fait des études de chimie et ensuite je me suis orientée vers le DNO, c'est le diplôme national d'œnologue que j'ai effectué à Bordeaux.
On apprend surtout la théorie, ce que c'est une fermentation alcoolique, fermentation malolactique, l'élevage, les réglementations nationales, européennes et internationales. Mais en réalité, on n'apprend que la petite théorie et la pratique s'apprend réellement sur le terrain. C'est pour ça que j'ai commencé en tant qu'ouvrière de chai. J'ai ensuite évolué en tant qu'assistante, puis actuellement maître de chai. Alors, on a discuté avant l'émission tous les deux, mais je vous repose la question. Est-ce que ça surprend encore quand on vous demande ce que vous faites dans la vie? Je suis maître de chai et on vous regarde avec des grands yeux. Ça arrive encore, ça? Alors, oui. Dans le monde ailleurs, dans le monde, on va dire, hors monde viticole, les gens sont très surpris de voir une femme à la tête d'un chai. Car ils voient ce côté-là, un métier plutôt rustique, physique, très masculin, alors qu'à l'intérieur du monde viticole, il y a deux écoles. Soit c'est très masculin, on n'y rentre pas, ou un côté mixte, comme c'est le cas dans le groupe Bernard Magret, dont Château Fondroche fait partie, où il y a des femmes à la vigne, au chai, mais aussi sur des postes à responsabilité comme directrice, maître de chai, chef de culture. Donc, ça dépend vraiment des personnes et voilà, des fois, personnes sont surprises, d'autres sont plutôt, comment dire, plus, être, par exemple, pour des gens, lorsqu'ils rencontrent une maître de chai, ils sont agréablement surpris et très curieux de connaître notre métier, peut-être plus que par rapport à un homme, parce qu'on est peut-être plus accessible aussi. Eh ben, je vais être curieux. Alors, on est au mois de janvier. C'est quoi le travail de la maître de chai en ce moment? En ce moment, alors, on programme les sous-tirages pour la mise en bouteille du 2019 et on fait l'entonnage, donc c'est-à-dire mettre le vin en barrique pour l'année 2020. Donc, c'est une organisation à faire avec mon équipe. C'est superviser toutes les opérations, c'est faire respecter les normes d'hygiène et la réglementation. Est-ce que vous avez dit que vous avez fait des études de chimie, puis après diplôme d'œnologie. Est-ce que c'est des filières qui sont assez connues, à votre avis, qui sont facilement accessibles, ou est-ce que c'est encore compliqué en 2020 de rentrer dans un cursus comme le vôtre? Rentrer, alors ça dépend quel niveau d'études on veut avoir. Pour un BTS, c'est plus ou moins sur dossier, pour un BTS Vitiono. Ensuite, pour le DNO, c'est sur dossier. Il faut être très bon à l'école et puis aussi avoir l'envie, la passion de vouloir faire ce métier. C'est très important d'être passionné pour rentrer dans le monde viticole. Est-ce que ça fait partie aussi, j'allais dire, de votre passion de susciter d'autres vocations? Ah, pour les autres personnes, oui, tout à fait. J'aime bien. Des fois, je fais des visites pour des professionnels, mais aussi pour d'autres personnes lorsqu'il y a besoin, lors de portes ouvertes. Et j'aime bien transmettre tous les côtés de mon métier, qui sont la rigueur, le côté physique, être très organisée, il faut être bricoleuse. Voilà, ça montre aussi que nous, les femmes, on peut faire ce métier. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir été avec nous. Vous restez là, évidemment, hein. Il y aura peut-être des questions pour vous un petit peu plus tard. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez bien évidemment les laisser dans la partie discussion de l'application Zoom. Et je vais me tourner maintenant vers Malika Fetou-Bouex qui est avec nous. Malika, bonjour et bienvenue, membre de l'association Les Aliénors du Vin. Oui, bonjour. Merci. Bonjour Malika. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Présentez-nous tout simplement d'abord cette association, Les Aliénors du Vin. Alors, donc, les Aliénors du Vin de Bordeaux, c'est une association de femmes de vin. Ça a été créé en 1994 par une vigneronne, Françoise de Wilde, qui à l'époque avait le château Ripaud à Saint-Émilion.
Et l'idée de base donc, de ces femmes, c'était de créer une association pour promouvoir les vins de Bordeaux et promouvoir donc, le travail des femmes au sein des crus bordelais. Et donc, cette association, ça a toujours été placé sous le signe de l'entraide, de la solidarité. Donc, pour nous, c'est une façon d'échanger, que ce soit au niveau technique, au niveau commercial. Voilà. Et donc, cette association des aliénors du vin de Bordeaux, historiquement, donc, c'est la première association en France de ce type-là, donc réunissant des femmes de vin. Et on fait partie maintenant d'une autre organisation nationale qui s'appelle le Cercle des femmes de vin. Et donc, il y a 10 associations régionales voilà, dans toute la France. Et il y a également donc, des réunions entre nous, des assemblées générales, et qui nous permettent là aussi d'échanger entre régions et entre femmes de vin. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Et voilà, je suis ravie de faire partie de cette association des aliénors du vin de Bordeaux. Donc l'idée, c'est, vous l'avez dit, entraide, de créer une communauté, d'échange de bonnes pratiques aussi? Tout à fait. Alors, au niveau des actions que l'on peut faire aussi, hein, donc depuis toujours, les aliénors du vin de Bordeaux ont travaillé notamment à l'export. Et en fait, on mutualise au niveau des salons internationaux. Donc, ça nous permet de louer un stand et d'être présente comme ça sous la bannière des aliénors du vin de Bordeaux. Et pour les acheteurs, éventuellement, s'ils sont intéressés, ils peuvent avoir une proposition d'appellation groupée. Puisque avec les aliénors du vin de Bordeaux, nous avons plus de 20 appellations bordelaises. Voilà, donc c'est intéressant pour certains acheteurs de pouvoir trouver voilà, différentes appellations comme ça sur un même stand. Et donc ils peuvent repartir avec un échantillon, évidemment, de différentes appellations. Comment vous avez vécu cette période et comment vous la vivez encore actuellement? J'imagine que ça a renforcé évidemment l'entraide et les échanges. Oui, alors on est quand même très frustrés parce qu'habituellement, voilà, les aliénors, les réunions, c'est quand même beaucoup autour des repas, des dégustations. Voilà, c'est quand même une histoire d'amitié aussi. Donc là, on était quand même assez frustrés. Les filles des aliénors, c'est vrai qu'on a tout un peu ressenti les difficultés liées au contexte. Donc, c'est l'occasion de se remonter un peu le moral, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'adapter, bien évidemment. Voilà, rester optimiste. Donc, il y a eu notamment pour les filles qui n'en avaient pas des créations de sites marchands, hein, donc intégrés au site internet. Il y a eu des rencontres avec des acheteurs par Zoom ou voilà, par d'autres biais. Voilà, là, certaines aliénors vont aussi participer à Millésime Bio qui aura lieu donc en virtuel. Voilà, donc ça va être un peu le premier gros salon en virtuel auquel vont participer certaines aliénors. Merci Malika pour ces explications. Alors, je regarde les questions en même temps qui arrivent. Et là, je vais la poser à toutes les trois. Restez avec nous, Malika. Question intéressante. Existe-t-il un risque d'utiliser l'image de la femme dans le vignoble à titre marchand? Ah, qui veut répondre? La question piège. J'aime bien poser des questions pièges. Oui. Tiens, Malika, allez-y. Actuellement, il y a eu tout un débat là autour d'un dessin mettant en avance, je crois que c'était une agent ou je sais pas, enfin bon, je sais pas si je pense que tout le monde est au courant de ce dessin et c'était donc justement lié à la femme qui se mettrait en avant et vendrait presque ses charmes pour vendre son vin, quoi. Mais ça, je crois que c'est vraiment une image très arriérée qui n'a plus lieu d'être. Peut-être, je pense qu'elle n'a même peut-être jamais existé. Et voilà. Enfin, nous, on est très éloignés de ça. On n'est pas, voilà. Nous, en tant que personnalité, c'est pas spécialement parce qu'on est des femmes, c'est parce qu'on est des vigneronnes ou des femmes de vin. Voilà, et on met en avant les expertises, évidemment, comme on essaie de le faire, évidemment. Voilà. Ce matin avec ce webinaire. On parle de côté féminin dans la dégustation, aussi des appellations, notamment Pessac-Léognan. Il y a le côté féminin parce que c'est beaucoup aimé par les femmes. Enfin, moi, je vois plutôt ça, la femme dans ce cadre-là, mais
Mais le reste, je ne vois pas trop le... Non. Non. Puis il n'y a jamais eu d'exemple. Non. Non. Tout va bien. Bon, on enchaîne. Merci beaucoup, Malika. Vous restez avec nous, bien évidemment. Alors, je vais me tourner maintenant et on va parler start-up. Je vais me tourner vers Angélique Grossoeuvre, qui est avec nous depuis Paris, cofondatrice de la start-up Wine Ambassador. Angélique, est-ce que vous êtes avec nous? Avec Oui, un magnifique bonjour Jean-Philippe. logo derrière vous. Bonjour Angélique. Vous m'entendez? Oui, vous avez bien fait les choses. Très joli, Oui. très joli décor. Bienvenue, tout d'abord, meilleurs vœux. Et Oui, puis, oui, voilà, un très, très beau décor derrière moi. présentez-nous Merci. cette start-up Wine Ambassador. Absolument. Écoutez, déjà, merci de m'avoir invité, parce que je suis absolument ravie de participer à ce tour de table 100% féminin. Je suis ravie, bien évidemment, aussi de pouvoir vous présenter Wine Ambassador, qui est un projet, on peut dire, plutôt de longue haleine, puisque ça fait à peu près 1 an que je travaille dessus avec mes associés, puisqu'il a vu le jour, finalement, ce projet, en début de confinement l'année dernière. Donc, alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le confinement a été une bonne chose pour nous, mais finalement, on a voulu le tourner comme une opportunité pour repenser un petit peu le concept de l'entreprise et pour réorienter notre série, notamment réorienter vers la vente en ligne. Donc, on ambitionne de réaliser à peu près 60% de notre chiffre d'affaires en ligne directement. Et en fait, tout a commencé quand mon associé à l'époque m'a parlé de l'activité qu'il avait, somme toute assez classique, de wine tour et de dégustation en ligne sur la région bordelaise, avec la volonté de faire grandir en fait cette activité. Donc du coup, moi, j'ai immédiatement su qu'il fallait développer ce concept au-delà des canaux traditionnels du secteur du vin, en développant notamment notre potentiel digital. Et j'ai pensé en fait qu'il fallait créer à la fois le concept de notre plateforme qui propose donc, des wine tours, des dégustations, des conceptions de caves, que ce soit en ligne ou en physique d'ailleurs, ou des conseils œnologiques, mais aussi ça a été la création de notre réseau des ambassadeurs Gold Leaf, qui en fait est un tout nouveau métier qui va permettre d'accompagner, déjà de soutenir la plateforme en ligne, puisque toutes les prestations sont réalisées par les ambassadeurs, et en même temps d'accompagner nos clients du monde entier dans le choix, tous les choix d'excellence qu'ils peuvent faire autour du vin. Puisque c'est un métier qui a vraiment été pensé comme un label pour garantir en fait à nos clients une qualité de service constante et égale dans l'ensemble des prestations qui peuvent être choisies. En réalité, c'est vraiment ça qui est important avec Wine Ambassador, puisque que vous souhaitiez visiter un vignoble bordelais, que vous souhaitiez découvrir une maison champenoise ou un domaine bourguignon, que vous vouliez organiser une dégustation sur Paris, sur Monaco, confectionner ou compléter d'ailleurs votre ambassadeur, finalement devient le professionnel de confiance qui vous accompagne, qui vous guide dans tous vos choix autour du vin de la même manière où que vous soyez et dans la durée. Donc c'est vraiment le pilier du concept de Wine Ambassador, puisqu'en fait la réelle problématique à laquelle on répond avec notre projet, c'est justement d'accompagner et de guider les clients dans la confiance et la personnalisation qui peuvent bordre le thème. Margot en parlait tout à l'heure, il y a une réelle volonté de connaissance dans le vin, alors aussi bien auprès des femmes qu'auprès des hommes. Mais voilà, donc et qu'on va apporter à nos clients. Donc c'est ce qu'on souhaite proposer aujourd'hui, c'est ce qu'on propose sur notre plateforme et avec pour ambition forcément de devenir la référence dans l'univers de la distribution œnologique et œnotouristique haut de gamme, dans un premier temps en France et très rapidement à l'international. Merci Angélique. On a des petites coupures de temps en temps avec votre connexion, mais non, on vous entend encore, mais il y a des fois où il y a des petites coupures, mais c'est pas grave, on va faire avec. Un dernier mot, vous intégrez l'incubateur Bernard Magrez Startup Win? Absolument. Donc, on a candidaté à l'incubateur puisque donc on avait
on a vu que l'incubateur naissait cet été, donc on y a candidaté avec mon associé. On s'est dit que c'était une opportunité formidable pour développer justement notre projet. Donc notre candidature a été validée donc il y a finalement assez peu de temps, donc en fin d'année dernière. Donc la rentrée s'est déroulée en tout début janvier, donc il y a une toute petite dizaine de jours. Donc on remercie vraiment le groupe Maghreb et Unitech qui nous accompagne sur le développement de ce projet et entre autres développer la plateforme qui a vocation à devenir une marketplace. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Angélique, ce matin. Autre start-up qui va intégrer le club millésime cette fois-ci de l'incubateur, Aurélie Colin-Thévenet pour la start-up LuxLingua. Bonjour Aurélie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Aurélie. Alors, ma première question, parce que pareil, on a échangé, petite particularité, c'est que cette start-up participe au CES de Las Vegas, qui cette année se déroule entièrement en digital, mais il y a quand même un décalage horaire. Est-ce que vous êtes couché très tard, Aurélie ? Alors oui, c'est génial, grâce à ça, j'ai un peu le sentiment d'avoir le don d'ubiquité. Ça arrive pas souvent. Je suis en même temps à Vegas et ici, c'est formidable. Donc hier soir, en fait, c'était le début du salon, c'était la journée presse. Donc évidemment, c'était les lancements de Samsung, Apple et autres qui ont fait la une. Mais moi, j'ai pu assister à pas mal de conférences et de lancements, commencer à avoir des informations. Mais là, le stand ouvre dans à peu près 2 heures maintenant, officiellement. Donc oui, le décalage horaire, pour le moment, ça va. Si vous me reposez la même question demain matin, je n'aurai pas tout à fait la même réponse. J'imagine. Merci d'être avec nous en tout cas. Alors, LuxLingua, présentez-nous le concept. Alors, LuxLingua, c'est une agence de marketing innovant qui est basée à Jarnac, en Charente. Et le concept de LuxLingua, depuis le début, avec Grégory, l'autre fondateur, on s'est inspiré du langage. On a trouvé que le langage était un moyen extraordinaire de véhiculer des stratégies de marque et de faire passer des informations auprès du consommateur. Donc, on travaille tout ce qui est des noms de marketeurs en ing, branding, storytelling, naming. On réalise aussi des supports de communication. Alors, on va faire des choses standards dont vous avez tous un petit peu parlé à l'heure digitale. Ça va être des sites web, ça va être la gestion des réseaux sociaux, des brochures. Mais on a une particularité, c'est qu'on fait aussi un support innovant, ou même plusieurs, qui utilisent la réalité augmentée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va au CES, mais ça, je vais en reparler, je suis sûre, un petit peu plus tard. Et enfin, l'autre point fort de LuxLingua, c'est un peu dans son nom, eh bien, c'est la traduction. Donc, nous, on travaille vraiment pour aider les sociétés à avoir un produit qui va fonctionner à l'international dans ses messages, mais également dans son nom. Alors, parlons de cette réalité augmentée, raison de votre présence à Las Vegas. Alors oui, tout à fait. Nous, en fait, comme on travaille quand même à 85% avec les vins et spiritueux, on a très vite senti sur le marché que les outils classiques n'étaient plus suffisants. On est face à des très grands groupes qui ont une force de frappe énorme, mais parfois les vignerons ou les viticulteurs indépendants avaient du mal à se démarquer, à faire vraiment passer l'âme de leur maison. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné dès 2019 vers la réalité augmentée. Parce que notamment le packaging connecté, avec un QR code ou un lien, on peut arriver à passer tout un tas d'informations et d'émotions, je l'espère, grâce à ce biais. Donc là, en 2020, on a lancé le 7 décembre dernier, c'est tout frais, un nouveau produit qui s'appelle Exemplar, que l'on présente en ce moment au CES. Et en fait, on a décidé d'aider les marques à créer elles-mêmes des expériences en réalité augmentée. Donc, on a préconçu des expériences. Il y a le choix entre les bouteilles, un univers visuel, les arômes, bien sûr, répartis par saison, et puis également la possibilité de mettre sa propre étiquette et une vidéo institutionnelle, par exemple. Et en quelques clics, en fait, les marques peuvent maintenant avoir accès à une expérience en réalité augmentée qualitative et informative, très facile à diffuser. À l'heure actuelle, parce qu'on sort le produit, ça, c'est disponible gratuitement. Et ça, on a vraiment décidé de le faire aussi pour aider nos clients et nos partenaires à utiliser tout ce potentiel qu'offre la réalité augmentée en cette période de crise sanitaire et économique également. Je pense qu'on va aussi avoir un contact avec
avec le syndicat de Pessac-Léognan. Vous avez passé votre vie au téléphone, Catherine, hein, attention, hein, après cette matinée. J'imagine que les places sont chères pour aller au CES de Las Vegas. C'est déjà très valorisant d'y être et c'est un bon décollage pour vous. C'est toujours une expérience extraordinaire. On l'avait déjà fait en 2019. Et là, revenir en 2021, c'est vraiment extraordinaire. Et puis en plus, dans un climat qui est quand même un peu morose, il faut le dire. On attend tous cette reprise. On sent qu'au niveau sanitaire, on n'est pas sorti de l'auberge, si vous me passez l'expression. Et je pense que moi, je vois le CES comme une énorme vague de dynamisme et d'énergie et puis d'envie d'aller de l'avant. Et je pense aussi que c'est ça derrière notre innovation. C'est envie de dire aux gens, il y a des solutions possibles, il faut juste les inventer et y croire. Et je crois que c'est le message que j'ai envie de porter aujourd'hui, en tout cas, technologie ou pas. Et la seule différence, c'est que par rapport à 2019, là, vous n'avez pas le bruit des machines à sous dans les oreilles quand vous vous couchez le soir. Ça change un peu. Merci d'avoir été avec nous, Aurélie, ce matin. J'ai encore quelques questions qui arrivent sur le chat. Alors là, je vais peut-être me tourner vers Catherine. Est-ce qu'on trouve aussi une part aussi importante en tant que tractoriste ou dans les vignes par rapport aux relations commerciales, l'œnologie, tourisme? Ça, j'ai pas forcément la réponse. Catherine, non plus. J'ai pas forcément la réponse. Alors, il faudrait peut-être que je me retourne vers Cynthia, si elle est toujours avec nous. Je pense que Cynthia pourrait... Du côté du château Fontbroge. Cynthia, est-ce que vous êtes encore là? Oui, elle est là. Je vous entends. Cynthia, est-ce que vous pouvez répondre à cette question posée par un de nos spectateurs? Ah, vous n'avez pas mis votre micro, Cynthia? C'est toujours un peu... Oui, il faut prendre un peu le pli avec Zoom. Pensez à appuyer. Est-ce qu'on a aussi beaucoup de femmes dans le vignoble, sur les tracteurs, etc. etc. Alors, dans le vignoble, oui. Pour les tâches comme la taille, tirage de bois, relevage et pamprage. Par contre, sur les tracteurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais malheureusement très peu, car c'est un métier où je pense que les femmes ont peut-être peur de sortir un peu ce côté masculin. Alors, je vais continuer avec vous pour une autre question, ce sera peut-être la dernière. Est-ce qu'il existe des formations faites par des femmes dans les écoles? Dans les écoles, il y a des femmes intervenantes, oui. Puisqu'il y a des femmes, notamment pour le DNO, il y a beaucoup de femmes en recherche. Donc, ce sont des personnes qui interviennent. Donc, oui, il y a beaucoup d'intervenantes. Merci Cynthia pour ces réponses. On arrive presque au bout de ce webinaire et de ce mardi matin. Je vais me tourner à nouveau vers Best Wine Capital. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part évidemment que tout ça soit derrière nous, mais dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est quoi les actualités? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Catherine. En ce qui nous concerne, nous, c'est le lancement du concours Best of Wine Tourism 2022. À la fois donc à Bordeaux et à la fois dans les autres villes membres, et puis relancer en présentiel dès que possible nos rencontres du club Best of, justement, pour récupérer un peu de cette convivialité qui nous manque tellement. Et puis je pensais, en écoutant les autres intervenantes, nous avons également à Bordeaux un club des femmes dans l'œnotourisme, Women in Wine Tourism, avec lesquels on se rencontre de manière un petit peu très informelle, à peu près une fois par trimestre. Et ça aussi, ça nous manque parce que là, ce ne sont pas seulement les propriétés, mais c'est tous les agences réceptives qui travaillent dans l'œnotourisme, parce que l'œnotourisme, c'est la propriété, mais pas que. C'est aussi tous les vendeurs, les commercialisateurs, les plateformes de plus en plus qui se développent en ligne. Voilà. Et c'est tous ces gens-là, tous ces métiers-là qui font l'œnotourisme. Et au sein de Women in Wine Tourism, qui est géré par mon amie Marie Dardenne, on a de belles opportunités de rencontres, j'espère, à venir. Ça nous manque beaucoup. J'imagine aussi que, alors pour ceux qui nous écouteraient, qui voudraient chercher de l'info, des conseils, une aide, on peut aller voir du côté de la CCI, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Alors mon service et moi-même, donc, on a des prestations d'accompagnement de l'entreprise au travers de notre carnet de prestations d'accompagnement Solutio.
solution CCI, où effectivement on peut, soit pour une propriété qui souhaite se lancer dans le no-tourisme, donc un petit peu l'aider à sélectionner les meilleurs investissements à faire, avec un business plan éventuellement, une étude de marché locale, voilà. Donc on peut faire cette prestation pour des no-touristes propriétés, mais aussi des gens qui sont déjà très développés et qui souhaitent développer une nouvelle corde à leur arc. Voilà, on est très adapté à la fois sur la préconisation œnotouristique elle-même et ensuite sur tout l'aspect communication qui est Évidemment. intrinsèquement lié de l'offre. Merci beaucoup pour ces précisions. Catherine, nous aussi, on essaie d'avoir des projets. Enfin, évidemment. Alors, ceux qui sont a priori chaque année, notamment on a nos estivales le 12 juin. Avant ça, on a un trophée des élèves sommeliers, puisque maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on fait un trophée pour les élèves sommeliers, avec une récompense au mois de mai, donc on pense qu'on pourra le faire. Il y a les primeurs, ça c'est professionnel. Ça, je sais, a priori, les dates sont le 26 avril. Ça, on va voir comment ça va se passer. On attend un petit peu. Et on a aussi une opération qu'on souhaiterait faire, comme on fait, enfin, chaque année, pas chaque année, mais tous les 2-3 ans, c'est sur Biarritz. Opération de dégustation, dîner. Donc on attend, mais j'espère pouvoir le faire au printemps. D'accord. Et ensuite, sur la fin d'année, on a nos portes ouvertes du 4 et 5 décembre 2021. Et on est en train aussi de réfléchir à des choses, en effet, avec des influenceurs. Donc le contact est important. Et voilà. Mais on va s'adapter. Je rebondis, sommelière aussi, c'est un oui, métier sommelière, bien qui sûr. se féminise aussi. Bien sûr, oui. Ouais. Et on contacte les élèves sommeliers dans les lycées qui amènent leurs meilleurs élèves, et également on essaie de trouver des apprentis avec des grands sommeliers dans des restaurants. Voilà. Très bien, bonne continuation. Voilà. Merci. Merci d'avoir été avec Merci, nous ce matin. plaisir. Merci à toutes nos intervenantes qui étaient avec nous en ligne depuis Paris, depuis Jarnac, depuis Fontbroge, un petit peu partout en France. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux ce matin pour nous regarder et nous écouter. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris aussi des choses et que ça vous aura aussi inspiré pour les semaines et les mois qui sont devant nous. Un grand merci au château Pape Clément pour son accueil ce matin. Merci à Ellipse Événements et à toute son équipe technique pour cette mise en scène parfaite comme d'habitude. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinar. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.